série des webinaires Boussi, CYAC, Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Aujourd'hui, le modérateur ou animateur est Néné Kwasi Kafale. Mais tout d'abord, il n'y a que quelques points administratifs. Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur Floor en bas à gauche de votre écran et cliquez sur le mot French. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut à gauche de votre écran. Euh, le document en français de la première partie va être traduit et je vais envoyer le PowerPoint à tout le monde dans environ 2 semaines. Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour poser vos questions, veuillez consulter la barre d'outils à droite, cliquez sur Messages et Participants et écrivez votre question sur le clavardage. Vous pouvez soumettre votre question à tout moment, mais notez que Néné ne va pas regarder vos questions jusqu'à la fin lorsqu'on fait les questions et réponses. Si vous regardez ce webinaire dans un groupe, s'il vous plaît, incluez la quantité de personnes dans le groupe en cliquant sur Messages et la quantité de personnes. Et maintenant, je vais passer le micro à Néné. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie de parler avec vous aujourd'hui et partager quelques pensées au niveau du racisme anti-oppression et les impératifs pour le changement organisationnel. Tout d'abord, je voudrais reconnaître que le territoire sur lequel nous nous réunissons appartient aux peuples autochtones de tout le Canada. Il s'agit en grande partie d'un territoire non cédé. Nous reconnaissons les luttes des peuples autochtones qu'ils continuent de mener contre la colonisation et le racisme. Et nous sommes en solidarité avec nos sœurs et nos frères autochtones pendant un moment tellement difficile à l'exposition, à la colonisation, après le la découverte des restes des enfants qui ont été retrouvés au pensionnat. Alors nous envoyons notre appui et solidarité. Et je voudrais aussi reconnaître que c'est un moment incroyable dans notre histoire avec plusieurs forces, le racisme anti-noir, anti-autochtone, anti-asiatique, la homophobie. Nous avons vu une hausse des incidents de discrimination, violence et mort contre ces populations. C'est un moment pour avoir un leadership, pour avoir les alliances, pour le courage, et c'est un moment pour prendre d'action. Alors, tout d'abord, je voudrais juste prendre un moment de silence pour rendre hommage à ce que je viens d'identifier, s'il vous plaît. Merci. Le webinaire d'aujourd'hui va aborder les enjeux critiques essentiels, les considérations qui doivent être parties de chaque processus de changement pour intégrer l'anti-oppression, l'antiracisme dans votre travail avec les enfants et la jeunesse. Quand vous faites le plaidoyer, défendre les intérêts des plus vulnérables d'entre nous, y compris nos communautés autochtones et africaines, il y a
chaque indicateur de vulnérabilité que nous trouvons qui sont les plus vulnérables au niveau de leur éducation, santé, protection d'enfance, égalité de revenus, pauvreté, santé mentale et les problèmes comme la toxicomanie et les autres enjeux, l'itinérance, l'isolement, exclusion. Alors, tout cela veut dire que pour ces deux communautés en particulier, et je ne voudrais pas exclure les autres populations, mais les enfants et les jeunes sont exposés à toute une gamme de menaces et de défis et enjeux qui vont leur faire très vulnérables. Cela dit, nous ne voudrions pas appliquer une pathologie à une communauté en particulier, mais il y a les enjeux systémiques. Les jeunes de ces communautés vulnérables ont une relation avec vous, que ce soit quelque chose de clinique, quelque chose de relation. Ça, c'est important pour vous, mais on ne veut pas exclure les autres populations vulnérables. Mais nous voudrions assurer la clarté de les réalités sombres auxquelles nous faisons face. Ce moment fournit aussi une opportunité pour beaucoup de réflexions approfondies, comment nous pouvons trouver nos forces, nos esprits collectifs pour prendre une position alignée pour soutenir les uns aux autres dans les communautés, en solidarité les uns avec les autres. Quand les membres de nos communautés sont surtout vulnérables, alors il faut tirer profit de nos énergies d'amour, de amabilité pour donner la protection qui est nécessaire contre les forces d'oppression de manière stratégique et efficace. C'est un bon moment pour nous tous comme communauté. Mais pourquoi se concentrer sur l'antiracisme et l'anti-oppression en ce moment? Normalement, nos agents sont dirigés par les Blancs, ils sont eurocentriques, il y a un manque de diversité au niveau plus haut, au niveau de la planification clinique. Cela ne va pas dire que si vous avez une représentation diversifiée, vous aurez une meilleure organisation, mais vous pouvez avoir une meilleure prise de décision qui est plus informée. Et nos systèmes de protection de la jeunesse s'est fondé sur les bases eurocentriques, par exemple les enjeux de traumatisme racial, le développement des cadres qui fondés sur l'importance de la culture, de les différentes cultures, races et les différents genres. Ils sont importants, mais ils sont pas partout. Ils ne font pas partie des cadres traditionnels. Et les préjugés qui se trouvent présents dans les agences de services aux enfants, ils font face aux mêmes défis contre les communautés PANDC, personnes autochtones noires et de couleur, et les autres groupes défavorisés, marginalisés que nous voyons dans la société en général du Canada. Quand on dit le mot BIPOC, PANDC, ce sont les personnes autochtones noires et de couleur. Alors, il y a les impératifs sociaux et démographiques qui ont besoin de changements de manière urgente. Alors, il faut avoir un type de leadership
avec beaucoup d'introspection, les décisions autour comment assurer comme société nous répondons aux besoins. Alors, il y a beaucoup d'intérêt et engagement pour faire les changements euh, à travers de tout le pays avec les personnes capables, engagées, les gens qui disent il faut qu'on fasse mieux comme secteur, comme les agences individuelles et comme société. Alors, c'est un moment pour nous tous. Et le moment a besoin du leadership. Alors, j'ai fait cela qui vous fournit toute la gamme des différentes compétences qui vont positionner votre agence pour être plus efficace que possible, centré ou axé sur tout cela. Il y a le focus sur les résultats favorisés par les données probantes, la responsabilité, la sécurité pour le personnel et pour les jeunes. Cela doit être une priorité et les pratiques doivent être inclusives, transparentes. Et il faut que ça soit axé sur l'antiracisme et l'anti-oppression. Alors, il y a les autres l'excellence du rendement, l'excellence pour les services aux clients, l'implication proactive, le leadership, un focus sur le plaidoyer pour penser de manière stratégique. Alors, la gestion du changement, ça c'est pour qu'on fasse le changement efficace, significatif pour tous les parties prenantes. Pour les enfants, pour les jeunes, pour les partenaires communautaires, pour vos personnels, pour vos bénévoles, pour tout le monde, pour avoir un plan anti-oppression qui est clair, robuste et un processus pour assurer que le personnel comprend toute la portée de la planification et comment cela est relié à leurs travaux et leurs responsabilités et quel est l'impact que le plan doit montrer pour vous comme agence, avec la qualité de la prestation de service, avec vos relations et avec les connexions que que votre personnel a l'un avec les autres. Et cela va avoir un meilleur rendement au niveau des options. Et ça doit être fondé dans votre processus de planification et cadre opérationnel pour que ce soit quelque chose qui peut être mesuré avec un bon impact. Alors, nous allons parler ce qui c'est en la réalité. Tout d'abord, il y a les pensées stratégiques. Chaque agence qui est engagée pour aborder les thèmes du racisme anti-noir et l'anti-oppression doit penser sur les différents impératifs pour réaliser tout cela. Juste faire les changements sans mesurer le changement, sans avoir toute une stratégie, ça c'est une recette pour un échec. Alors, il faut reculer pour voir la vision globale. Qu'est-ce qui se passe au contexte des communautés, aux enfants, aux jeunes? Qu'est-ce qui se passe à votre agence et parmi le personnel? Quelles sont les questions émergentes? Quels sont les défis critiques auxquels il faut faire face? Quelle est la vision pour l'avenir et en regardant en arrière aussi, qu'est-ce qu'il faut faire quand on pense aux implications? Comment vous pouvez surveiller l'environnement
Maintenant, l'environnement au Canada, et aux États-Unis et en Europe est un environnement que pour le moment paraît ou plus ouvert au dialogue, à la réflexion, au changer, les différentes mesures de changement étant donné les différents développements que nous avons eus, euh, les choses dévastateurs au niveau de toute cette année dernière. La COVID-19 a exposé plusieurs vulnérabilités dans nos structures. Ceux qui sont surtout impactés ont été impactés basés sur le revenu, race et genre. Et tous ces développements contextuels ont entraîné plus d'opportunités pour faire des changements, pour planifier, pour attaquer tous les problèmes de manière différente. Et pour avoir une bonne base pour entamer ou pour aborder ces thèmes. Alors, préparer les changements dans le secteur des jeunes et des enfants, les plans pour les implications, pour avoir une fusion, comprendre comment les changements dans les mesures de coût vont avoir un impact sur l'habilité de maintenir une haute qualité de service pour les enfants PANDC. Il faut avoir un leadership important au niveau des programmes. Il faut parler euh, euh, dehors de votre agence aussi, dehors de votre mandat. Il faut être proactif, pas juste réactif quand il y a quelque chose qui arrive. Alors, tous ces différents points parlent un engagement de penser de manière stratégique. Et au cœur de tous ces efforts se trouve la prise en charge et les programmes pour les jeunes et pour les enfants. On ne peut pas parler de la gestion du changement si on ne peut pas parler de ce qui doit pousser et favoriser ce changement. Il faut prendre une focus de résilience centrée sur la guérison, une perspective axée sur le traumatisme parce que plusieurs vont être affectés par les différentes expériences traumatisantes. Alors, il faut prendre le traumatisme racial de manière sérieuse. C'est sérieuse parce qu'on on ne pratique pas cela dans les agences qui servent la jeunesse. Parce qu'il y a les agences qui se concentrent sur les perspectives axées sur le traumatisme sexuel. Mais une perspective axée sur le traumatisme doit être là parce que cela va avoir un impact comment vous organisez vos services et vos appuis. Il faut être les champions des enfants et des jeunes et leurs droits. Il faut fournir des services qui sont compatibles avec un cadre de pratique clinique et de programmes antiracistes et anti-oppressifs axés sur l'équité. Ça doit être dans votre approche opérationnelle au niveau de vos valeurs et la lentille que vous allez utiliser dans le travail que vous menez qui démontre la compassion et respect pour les enfants et jeunes PANDC et un processus libre de préjugés. C'est toute une gamme pour prendre en compte les différentes considérations anti-oppression, anti-racisme. Alors, les normes d'excellence, il faut avoir l'accréditation des examens externes, les différents opportunités pour les plaintes et comment vous pouvez assurer que ces mécanismes vous aident pour être plus efficaces, plus
possible pour être excellente au niveau des services que vous fournissez. Et votre formation et engagement à la formation, que faites-vous pour augmenter, pour renforcer la capacité de vos personnels pour qu'ils puissent fournir les mesures et les opportunités qui sont efficaces? Favoriser les collaborations internes de part des utilisateurs marginalisés. Parce que normalement, nous savons qu'il y a une disparité entre la gestion et les personnes qui travaillent dans les premières lignes. Ils sont ils sont pas valorisés, les personnes qui travaillent en premier plan. Il faut utiliser la recherche, puiser de la recherche relevante et programmes cliniques pour servir les clients marginalisés. Comment nous pouvons assurer que nous restons conscientes de la réalité présente pour vraiment être axés sur les enjeux de les enfants et la jeunesse? Comment réduire les microagressions? Il faut avoir une leadership. Parfois, il y a un problème pour nommer, pour identifier le racisme et l'homophobie, par exemple, et le sectarisme religieux, par exemple. Toutes ces choses peuvent avoir un impact sur le bien-être du personnel et leur habilité pour fournir les services de manière consistante. S'il n'y a pas de sécurité ou s'il y a un silence, exclusion, déni ou évitement, si cela existe, vous ne pouvez pas fournir les services de manière efficace. L'allocation significante de ressources. Alors, il s'apprend plusieurs ans. Alors, il y a l'insertion stratégique et la connectivité dans tous les aspects de l'agence. Alors, la gestion de changement. Vous êtes une leader de changement dans votre agence. Vous êtes une dirigeant de changement. Parfois, c'est quelque chose qui est forcé sur nous, mais parfois, c'est présenté comme une option, une opportunité. Ou parfois, c'est développé d'un sens que ça, c'est la bonne chose à faire. Et vous êtes une dirigeant pour ce changement dans un environnement où il y a la fatigue des zooms, fatigue de changement, les incertitudes et anxiétés et stress liés à la COVID-19, un manque de connexion, parce que nous avons les connexions virtuelles en ce moment, les préoccupations sur la stabilité de ressources au secteur, une communication qui n'est pas égale et le traumatisme significant auquel plusieurs personnes font face. Il y a le traumatisme vicariant et il y a aussi le traumatisme de compassion parce que dans le travail que le personnel fait tous les jours, ils sont exposés à ce traumatisme tout le temps. C'est pas facile. Tout cela est compliqué par un sens d'incertitude. Où vont les choses? Comment on va aller de l'avant? Dans cet environnement, il faut avoir les manières, une leadership
un leadership qui est mesurable, qui est fort, qui peut fournir de support. Ça doit être inclusif, pas exclusif. Cela doit dire la vérité au niveau des brèches qui existent, les problèmes, mais aussi est à l'auteur pour les opportunités de croissance, solidarité et de construire sur ce qui est positif. Et c'est-à-dire, vous êtes un champion, vous créez toute une vision, une excellente vision. Vous êtes engagé à construire un processus à long terme. Vous initiez le changement pour avoir les plans mesurables euh, sur l'antiracisme et l'anti-oppression. Vous abordez les différents thèmes pour sensibiliser les personnes pour la compréhension et un engagement au changement. Vous êtes une personne qui favorise et encourage les critiques, qui vous fournissez un espace sécuritaire pour que les gens puissent partager, échanger des idées, pour que les gens puissent venir avec les idées pour participer dans une manière qui va encourager le changement positif, pour être excité envers le changement. Alors, il faut aussi adopter au défi. Il faut être capable de reviser votre approche dans toutes les circonstances pour regarder à l'avant et être préparé pour les changements qui peuvent arriver pour répondre de manière adéquate. Pour comprendre, c'est un travail difficile qui va durer longtemps. Il y a les obstacles qui sont vraiment difficiles, mais ça prend le type de leadership, la persévérance pour le faire et gérer ce changement de manière nécessaire. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement dans une organisation qui est confrontée par tous ces facteurs, l'excellence des programmes, le moral du personnel, trouver l'argent, travailler avec les communautés de manière différente, apprendre des nouvelles choses que vous ne savez pas de ces communautés, les choses que peut-être vous n'avez pas confrontées avant, en regardant votre propre angle mort, vos propres préjugés. Tout cela peut être un défi pour les dirigeants, quelques dirigeants qui sont habitués au status quo et la sécurité, de la prédictibilité, la cohérence, l'ordre dans une direction. Alors ce changement anti-racisme, anti-oppression propose de démanteler tout cela, revisiter les manières comment le travail a été mené auparavant. Et cela propose une révision critique dans les différentes communautés, une évaluation de soi au niveau des différentes brèches et les différents défis. Et il faut aussi regarder les forces et tout cela peut être un défi. Et il y a de la résistance souvent qui est passive ou active. Par exemple, un leadership qui est faible ou peu motivé, il n'y a pas d'investissement dans le programme. Ce n'est pas un programme ou un agenda partagé. Il n'y a pas d'enthousiasme. euh, il n'y a que quelques personnes qui sont enthousiastes. Il y a les autres personnes qui ne sont pas vraiment intéressées. Mais il doit y avoir un investissement partagé
pour aller de l'avant. Une manque de prise de conscience sur ces enjeux au niveau des communautés défavorisées n'est pas là. Et maintenant, quand nous avons beaucoup d'accès au tout type de données et vous travaillez dans un secteur qui est poussé par les données, il n'y a pas d'excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Il y a plusieurs manières pour, pour avoir une prise de conscience sur les différents enjeux qui affectent les enfants et les jeunes PANDC et tout leur trajectoire qui vont peut-être leur conduire à vos services. Alors vous avez la responsabilité pour le savoir, pour trouver l'information, pour poser des questions, pour connecter pour participer avec eux qui ont ces expériences vécues. Ça, c'est la tâche de leadership. Le silence et l'évitement arrivent. Le monde est difficile avec toute la situation après George Floyd. Il y a les augmentations de manifestations, il y a du bruit, des activités partout dans les médias sociaux, dans tous les médias, télévision, radio, les communautés. Ils sont vraiment impliqués, ils voudraient faire de l'action. Alors, et vous arrivez au travail et vous ne dites rien à votre personnel. Vous, il faut savoir que il s'agit d'une connaissance. C'est dévastateur pour ceux qui viennent de, de ces communautés. Il faut montrer, les dirigeants ne peuvent pas rester en silence. Ils ne peuvent pas agir comme ah, cela n'arrive pas au Canada, ça c'est un problème ailleurs, dehors de ces pays. Non, non. C'est un problème ici. Le déni actif de racisme structurel, l'homophobie et la violence sont les moteurs clés de oppression pour les enfants et les jeunes PANDC. Oui, mais cela. Oui, mais cela. Ah, ils disent non, non, c'est qu'une mauvaise pomme, une ou deux personnes qui font pas de bien. Il faut qu'ils voient les données probantes. Quels sont les échecs scolaires, la surreprésentation des enfants dans les systèmes de protection, les taux de sentences dans le système de justice pénale. Il faut regarder les données de la pauvreté et ici au Canada, leur pays riche, il faut qu'ils regardent toutes ces données statistiques pour se demander comment sont tous les enfants et jeunes au Canada étant donné cette réalité et qu'est-ce que cela veut dire pour notre travail. Comment nous pouvons éviter ou nier que ce sont les enjeux structurels si on regarde toutes les données probantes autour de nous. Une pression indue et implicite sur le personnel euh, racisé pour qu'il dirige, tire ou pousse. Alors, nous, nous donnons, nous passons cette responsabilité de leadership aux personnes qui nous pensons qui doivent agir là-dessus. Il n'y a pas d'intégration à la planification à long terme. C'est un projet spécial et nous savons ce qui se passe avec les projets spéciaux. Ils meurent, ils terminent. Alors, il n'y a pas de responsabilité euh, des dirigeants ou attentes claires en matière de performance. Ça, c'est vrai pour la résistance
structurelle, manque de représentation des personnes PANDC au niveau supérieur. Ça démontre le niveau d'engagement qui est nécessaire pour avoir un changement de manière significative. Au secteur des agences d'enfants et la jeunesse, c'est un problème significant. Les microagressions et la toxicité ne sont pas abordées. Les personnes parlent, le personnel, ils parlent entre eux. Et il y a le silence, l'exclusion, le micro invalidation, les micro-insultes, un site de travail où on ne sont pas à l'aise et le leadership ne fait rien là-dessus. Ce sont que des exemples. Peut-être vous pouvez penser aux autres choses que vous avez vues dans votre agence ou par ailleurs qui parlent de la manque d'un fort leadership qui peut miser les changements que vous désirez pousser dans votre agence. Je vous encourage de penser euh, là-dessus et regarder les manières comment vous pouvez aborder cela pour minimiser l'impact. Et voici quelques conseils. Identifier les alliés et les partenaires, trouver des champions de haut niveau pour pousser les changements que vous voudrez identifier au niveau plus haut. Planifier stratégiquement pour réduire la fatigue ou le sentiment d'être dépassé. Comme ou d'être bouleversé, il peut y avoir les priorités, les différentes priorités. Le sens d'être bouleversé est réel. Alors, le timing, votre positionnement stratégique, votre reconnaissance que ces défis, que ces enjeux peuvent présenter un défi. Et cela va affecter votre processus de changement. Créer une équipe, avoir un comité ou groupe de travail qui est connecté où il y a la clarté des rôles, il y a de respect, de support, la compétence, capacité, bonne communication. Ça, c'est une bonne équipe. Alors, peu importe le processus de changement auquel vous êtes impliqué, ça doit être énergisé, activé par toute une équipe des membres de votre personnel qui sont forts et engagés. Utilisez un langage inclusif tout en tenant les gens responsables, être inclusif, comment nous décrivons les choses. Il faut être franc et clair sur ces éléments aussi pour que les gens se sentent fâchés quand ils doivent être fâchés pour être engagés au changement, de ne pas juste se sentir coupable et de rester en silence. Utiliser les données actuelles et convaincantes, commencer par les fruits à portée de main, c'est-à-dire les victoires faciles tout d'abord pour faire le progrès dans les manières sensibles. Simple, ça peut être comme établir une bonne relation de travail avec les différentes communautés africaines, canadiennes, autochtones, d'Asie, asiatiques. Alors, avoir une bonne collaboration avec eux, peut-être des programmations comme partie, partage d'informations, etc. Formaliser les engagements dans les politiques et les plans opérationnels. Est-ce que vous avez une politique d'équité qui favorise ce travail? Parce que si le directeur exécutif n'est plus là, vous avez une manière de pousser ce travail. Est-ce que c'est dans vos plans opérationnels pour que ça soit priorisé au niveau du budget, au niveau de la prise de décision, etc.?
C'est pas juste un projet individuel. Il faut inviter à des conversations critiques et sûres pour aborder les choses d'une manière saine, honnête, productive, pour que les membres se sentent entendus, respectés. Et reconnaître et célébrer les progrès. Quand il y a des changements, il faut le communiquer au personnel pour qu'il puisse apprécier ce processus et que ce processus a un rendement des bons résultats. La partie plus importante de ce que vous faites, ce sont les personnes, le peuple comme dirigeant, votre habilité de motiver le personnel est une partie importante de gérer le changement dans votre agence. Tout d'abord, il faut avoir de la confiance. Il faut assurer la cohérence entre vos propres actions et vos paroles, respecter vos engagements, communiquer avec le personnel de manière transparente et opportune. Et euh, il faut avoir un comportement éthique et respectueux parce que quand il y a les défis qui se présentent, vous pouvez compter sur cela. Pardon, problème d'audio. Il faut identifier les différents enjeux sur ce qu'ils ont besoin pour se sentir en sécurité. Quels sont les enjeux qui peuvent arriver si ils sont évidents, délibérés, ou même si ils sont indiscrets? Nous fournissons un espace pour que les gens soient francs, ouverts. C'est ce qui se passe quand vous faites cela et je me sens comme ceci, cela. Ce ne sont pas les choses abstraites pour une session de thérapie. Ce sont les éléments importants. Il faut aligner le moral de vos personnels, un cadre de référence et bien-être émotionnel pour assurer qu'ils se trouvent dans un espace pour être plus efficace dans votre travail avec les jeunes euh, et les jeunes et les enfants et les uns avec les autres comme personnel, le mélange des différents. Il faut avoir un bon mélange de disciplines et exploiter la diversité des individus au sein de l'équipe, les différentes perspectives. Il faut s'assurer hum, la dotation personnelle reflète la population cliente. Il faut développer des processus de conflit. Il faut respecter la confidentialité, trouver les processus, peut-être un sondage, une révision, que les personnes peuvent partager ce qui sont de manière confidentielle. De manière appropriée, il faut aborder cela en temps. Il faut gérer les conflits, les ambiguïtés, engager les personnes ayant des perspectives différentes et identifier les solutions. S'attaque de manière proactive le racisme anti-noir et l'oppression sous toutes les formes et l'oppression sur toutes les formes. Alors, il y a quelques exemples de microagressions qui peuvent affecter la communauté afro-canadienne au site de travail. Plusieurs microagressions s'appliquent aux femmes, aux autres groupes racisés, aux membres de notre communauté LGBTQ+, s'applique aux personnes qui ne sont pas les personnes de normes traditionnelles pour diminuer, exclure, dévaluer et manquer le respect aux identités des différentes personnes. Cela peut être endommageant au niveau psychologique. Alors, gérer les conflits, ça veut dire de
comprendre les différentes pressions, assurer que les voix qui normalement sont silentes puissent participer, éviter les conflits. Euh, il travaille pour avoir un espace plus sécuritaire, avoir un énoncé pour conduire un espace plus sécuritaire. Je dis plus sécuritaire. Pas, tous les espaces sont pas sécuritaires, sont pas sûrs, mais il faut qu'on travaille pour que nos espaces soient plus sécurs, pour que le personnel invite ce qu'on doit peuvent dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un espace sécuritaire et que tout le monde comprenne cela. Est-ce que nous avons des affiches, quelque chose dans notre site web? Comment nous pouvons exprimer tout cela et comment on vit cela avec nos collègues dans nos relations avec eux et avec nos enfants et nos jeunes pour avoir un espace sécuritaire. La gestion de rendement, cela doit inclure les indicateurs spécifiques qui démontrent au personnel les objectifs clairs pour aborder le racisme, l'homophobie de manière correcte, qu'il utilise euh, les différentes priorités, pardon, pour assurer les objectifs qui s'alignent sur les priorités de l'organisation. Par exemple, le service à la clientèle et par exemple qui aborde le racisme, qu'il y a les indicateurs clairs pour cela et que le personnel ait les ressources, la formation qu'il nécessite pour exécuter ce programme. Tous les gestionnaires doivent avoir les indicateurs antiracisme, anti-oppression dans leur mandat. Ça doit être là. Et cela demande une mesure de responsabilité, que ça soit sérieux et que ça mesure régulièrement le rendement par rapport aux objectifs. Maintenant, nous voudrions répondre à vos questions. Je vous en prie à tout le monde. Si vous avez une question, vous pouvez le poser dans la boîte de clavardage sur l'onglet participants. Merci, Néné. J'entends tout ce que vous avez dit. Merci à tout le monde de votre participation. Parfois, ça prend quelques minutes pour que les gens posent leurs questions. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Oui, les personnes sont présentes, ben oui. Je pense qu'il y a un commentaire ou une question là. J'ai pas de questions en ce moment, mais merci pour les deux sessions tellement informatives. Ça, c'est de Michael. Je vous en prie, Michael. Nous sommes en train de réfléchir sur plusieurs points, Néné.
Ça peut être comme bouleversant parce qu'on pense sur tout ce qu'il faut faire dans nos agences et le travail que nous faisons avec nos familles, mais qui, merci Néné, je vais partager ce contenu avec le leadership principal. Nikki, une chose que je voudrais suggérer, il faut avoir un plan avant de partager cela avec l'autre direction. Peut-être il faut identifier deux éléments que vous pensez qui vont leur intéresser. Les actions spécifiques, par exemple, identifier les collègues à votre niveau qui vont vous soutenir et pour l'avoir dans tous un paquet de changements pour ne pas les bouleverser. Vous pouvez commencer avec un projet, une idée et, et connecter cela avec un plan. Typiquement, l'autre direction vont dire oui, oui, on est d'accord, oui, ça sent bien. C'est important, mais nous sommes tellement occupés, on n'a pas d'argent pour cela. Est-ce qu'on peut le reporter au prochain cycle de budget ou de planification stratégique? Alors, il faut être stratégique comment vous faites votre présentation à l'autre direction. Et juste avant cela, peut-être vous pouvez identifier les membres de l'équipe qui vont être plus réceptives et qui vont vous appuyer. Alors, vous pouvez travailler sur la base pour avoir un changement positif. Est-ce que vous appuyez les agences au niveau de développement ou formation ou leur équipe? Ah, est-ce que vous appuyez les agences? Bon, si vous avez un département de formation ou un entraîneur, enseignant indépendant du thème et les habilités, capacités, je pense que vous pouvez faire cela de manière interne. Mais parfois, il faut avoir un formateur qui est objectif et un facilitateur externe, animateur externe est dehors de tout cela et cela peut fournir un sens de rassurance. Mais il y a une différence entre le renforcement de capacité et la formation. La formation est quelque chose qui arrive de temps en temps. La formation, accroître l'inspiration, la sensibilisation, les références, les compétences et les habiletés, mais le renforcement des capacités est quelque chose de consistant qui pousse le développement de certaines compétences pour une personne de personnel qui va être intégrée dans leur plan de rendement et vous pouvez l'utiliser comme une mesure. Alors, il y a une différence entre le renforcement des capacités et la formation. Alors, je vous encourage de travailler sur la sensibilisation, mais pour pousser là plus, comment nous pouvons former ou construire les compétences spécifiquement pour votre agence au niveau de vos enjeux ou les enjeux de votre agence et comment nous pouvons mesurer tout cela. Mickey, merci. Je suis une des travailleurs racisés à mon organisme et les gens me demandent toujours qu'est-ce que je fais. Je ne veux pas être le moteur du travail. Mickey, je vous comprends.
C'est pas juste. Vous êtes dans une position difficile parce que souvent les personnes racisées se trouvent dans cette position. Ils doivent savoir ce qu'il faut faire. Ils sont les moteurs de tout cela. Ils font le suivi, ils poussent, ils tirent, ils poussent, ils tirent. Alors c'est fatigant. C'est une faute de respect. Et c'est raciste pour être franc. C'est une responsabilité partagée. Vous recevez les dollars par les impôts, les contributeurs des impôts. Alors, c'est pas juste pour vous comme une personne racisée. Alors, il faut trouver des collègues avec les autres identités qui ont les mêmes convictions que vous, qui vont vous appuyer pour assurer que vous ne n'êtes pas toute seule. Il ne faut pas juste laisser sur l'équipe de haute direction sans un plan. Parfois, quand vous laissez la balle dans leur partie du match, ça reste là. Bon. Est-ce qu'il y a des autres commentaires, des questions? Je pense qu'il nous reste une question. Merci pour tout, Néné. Quelle est la stratégie pour aborder la microagression? Ben, ça dépend de ce qui c'est. Mais une des choses que je dis aux gens, il faut demander pourquoi la personne est en train de dire ce qu'il dit. Pourquoi on le dit? Il faut inviter la conversation. Il s'agit de déclencher que cette personne fait un peu de réflexion de soi. Avoir une conversation sur l'impact est important pour sensibiliser les personnes. Il faut commencer tout d'abord avec l'individu avec laquelle vous avez eu l'interaction. Il ne faut pas se sentir honteux. Et après, vous pouvez parler avec votre équipe sur les microagressions pour les définir. J'ai deux formidables vidéos. Je pouvais montrer les liens. Je vais envoyer les PowerPoint de toute façon. Je vous en prie de m'envoyer les différents vidéos et je peux les vous faire parvenir. Les microagressions, les gens le font pour déhumaniser les autres. C'est une question pour qu'ils questionnent le propre sens de soi. Et il y a les expressions qui parfois apparaissent inoffensives, mais ça renforce un stéréotype, une supposition, le status quo. Quelque chose comme d'où venez-vous? Je voudrais savoir d'où venez-vous parce que vous avez une apparence différente, alors vous n'êtes pas d'ici, même si vous êtes ici depuis 6 générations, non? Et peut-être vous n'êtes pas blanc. De où venez-vous? Alors ça, c'est quelque chose qui implique que vous n'êtes pas vraiment
un Canadien ou un Américain, de où venez-vous? Parce que j'assume que vous venez de... Vous parlez tellement bien. Vous, vous êtes tellement intelligent. Euh, Parce qu'il y a la supposition que les gens comme vous n'est pas souvent si intelligents. Alors, on ne on ne dit pas normalement ces genres de choses aux gens blancs. Ce sont les microagressions, par exemple, quelque chose qui apparaît inoffensif, qui superficiellement paraît inoffensif, mais ce sont les choses qui peuvent être dévastateurs et l'impact cumulatif quand vous entendez cette chose chaque fois plus peut avoir un affect sur la dépression de la personne. Alors, surtout quand cela arrive au site de travail. Mais bon après-midi et merci à tous et à toutes. Au revoir.